journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, la liste définitive des candidats agréés pour les prochaines législatives, annoncée pour le 1er mai, toujours pas publiée. Le CEP attend le verdict du Bureau du contentieux électoral national sur une quinzaine de contestations de candidatures. Ouverture des inscriptions en ligne pour les candidats aux prochaines élections municipales et locales. Après cette étape de préenregistrement obligatoire, les aspirants candidats devront faire le dépôt de leurs pièces la semaine prochaine. En attendant la période de leur inscription, les candidats à la présidence se dévoilent au fur et à mesure. Le parti Contrapepla, issu du mouvement des paysans de Papaye, a présenté Chavannes Jean-Baptiste comme candidat à la magistrature suprême. Dans l'actualité également, le salaire minimum pour le secteur textile augmenté de 15 gourdes, annonce faite par le président Martelly à l'occasion de la fête du travail le 1er mai dernier. Augmentation pourtant loin d'atteindre les 500 gourdes exigées par les ouvriers. Le premier salon international du livre de Port-au-Prince, une satisfaction pour les éditions C3. Les jeunes, publics principalement ciblés par l'événement, ont fait le déplacement le week-end écoulé. Et puis à l'étranger, la célébration de l'anniversaire de la naissance de Bouddha au Népal ce lundi ravive le choc du séisme dévastateur du 25 avril dernier. Un dernier bilan s'élève à 7 300 morts et 14 000 blessés. Et puis enfin, aux États-Unis, un concours de caricature représentant Mohamed au Texas dimanche soir se solde par la mort de 2 djihadistes présumés. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé en titre, ouverture ce lundi 4 mai des inscriptions en ligne pour les candidats aux prochaines élections municipales et locales, a informé le Conseil électoral provisoire. Lors de leur conférence de presse hebdomadaire, les conseillers électoraux
ont déclaré que les aspirants candidats auront une semaine pour se faire préenregistrer, une étape indispensable avant le dépôt de leurs pièces qui démarrera la semaine prochaine, a indiqué le conseiller Jacques-Céus Joseph. Pour sa part, la conseillère Yolette Mengual encourage les femmes à intégrer les cartels municipaux ainsi que ceux des CASEC, question, dit-elle, de respecter le quota de 30% de femmes dans les sphères décisionnelles du pays. Suivez les explications des conseillers Jacques-Céus Joseph et Yolette Mengual, recueillis par Ephésien Mathieu. Enregistrement pour les collectivités territoriales. En ligne d'abord, avec partis politiques, la même procédure, partis politiques. Et puis après, nous finissons inscrire en ligne parce que aussi le mandat appartient au parti. Et puis après une semaine d'enregistrement par les partis politiques, après il y a côté dossier pour venir inscrire et faire dépôt des pièces. Journée jeudi, nous supposons commencer avec inscription pour tel magistrat, pour tel casé, et nous voulons dire parti politique, article 58 du décret électoral, demandé pour chaque cartel qui a inscrit pour gagner au moins une femme. Article 62 qui concernait casé, qui dit pour chaque cartel casé, gagne au moins une femme la donne. Tout ceci, c'est pour dire aux partis politiques nécessité qui gagnait pour tel magistrat qui prend l'inscrit sous non parti, tel magistrat, ça, il est supposé gagner une femme. S'il n'a pas gagné une femme, il est irrecevable. Tel kazek là doit gagner une femme la donne. S'il n'a pas gagné une femme, là, il est irrecevable. Ça veut dire promotion femme en dans le processus électoral là, il connaît avec décret électoral là qui, selon divers articles, demandés pour respecter quota au moins 30% de femmes. Nous l'avions annoncé en titre, le Bureau du contentieux électoral national a reçu une quinzaine de dossiers de contestation des candidatures pour les élections législatives de 2015. 8 départements électoraux sont concernés, à l'exception du Nord et du Nord-Ouest, informe Jacques-Céus Joseph. Le conseiller électoral a en outre fait savoir que les 5 membres composant le BCEN auront 24 heures pour délibérer après traitement des dossiers. Les explications du conseiller Jacques-Céus Joseph recueillies par Ephésien Mathieu. Je dis à dans quel niveau nous sommes dans le dossier de contestation, nous avons 15 dossiers qui viennent dans le BCEN. 15 dossiers qui concernaient environ, et nous avons dit 8 départements électoraux parce que nous connaissons l'Ouest là divisé en deux. Il y a un Ouest 1 et Ouest 2. Mais seuls 2 départements qui n'ont pas de contestation pour l'instant, c'est le Nord et le Nord-Ouest. Ouest 1 et Ouest 2 ont une contestation, et puis tout l'autre département a une contestation qui vient dans le BCEN. Après ça, et ça pour nous comprendre, c'est procédure BCEN. Procédure pour le BCEN, il est tracé dans l'article 18.3 décret électoral là. Et qui ça, article 18.3 dit, pour formation BCEN, il y a bien 5 membres qui composent formation BCEN. Tout recours qui fait pour BCEN, nous allons choisir 5 juges au tirage, 5 juges au sort pour former BCEN. Ça me dit nous, il y a une incompréhension par rapport à la procédure devant BCEN, nous avons pour clarifier. Il y a un monde qui doit passer devant BCED et puis le dossier vient dans BCEN, il met des décisions en faveur. Ça ne veut pas dire l'admis pour aller dans l'élection pour ça. Parce que le conseil électoral là, il y a une boussole article 90. C'est dans l'article 90 là, pour le monde garder si il y a une provision légale pour le faire. Soulignons que la publication de la liste définitive des candidats agréés pour les prochaines législatives, annoncée pour ce 1er mai par le Conseil électoral provisoire, se fait toujours attendre. Le cas de contestation le plus médiatisé jusque-là est suivi de la candidature de la première dame de la République au Sénat pour le département de l'Ouest. Accusée de détenir une double nationalité, Sophia Saint-Rémy Martelly
a gagné au bureau électoral départemental qui l'autorise à participer aux législatives du 9 août prochain. Décision qui n'a pas découragé les contestataires de sa candidature qui ont fait appel par devant le BCEN. Dans le but principal de dénoncer le choix de l'actuel président du CEP, Pierre-Louis Aupon, à la tête de cette institution, les responsables de l'organisation de base baptisée Force de Delma ont organisé ce lundi un sit-in devant les locaux du CEP à Pétionville. Les protestataires ont dénoncé les irrégularités enregistrées lors des dernières élections, celles de 2010, sous la direction générale de M. Aupon. Par ailleurs, les membres de Force de Delma disent rejeter l'idée de participer aux prochaines élections avec des candidats ayant une double nationalité. L'un des membres, Magali Lacroix, au micro de Ephysien Mathieu. Te représenter dans KEP que te gen gayo dans Saint-Ville. Jodi a nous vinn di, nous pas besoin moun qui pas haïtien pour aller dans l'élection dans pays. Sofia son américaine lié, tout le monde connaît c'est américaine lié. Et ça nous vinn là, jodi a nous vinn demander, moun qui pas gen décharge c'est pour yo pas vinn dans l'élection, nous pas besoin aller dans l'élection à moun sa yo. Nous même dans organisation Force Delma, c'est ça nous vinn demander. C'est Sofia nous y a passé pour Sofia dans l'élection ou bien élection annulée. Depuis on sorti Sofia est sorti pour la élection, élection annulée, nous pas aller dans l'élection avec américain ni américaine dans pays ça. Dossier élection toujours, le parti politique Contra Pepla a présenté le 1er mai dernier une trentaine de candidats aux prochaines législatives prévues le 9 août prochain, avec eux le candidat à la présidence du parti Chavannes Jean-Baptiste. Au moment de sa présentation, le fondateur de la Fédération Mouvement des Paysans de Papaye a promis de continuer la lutte en faveur du secteur paysan. Suivez un reportage de Ludmilla Marc et Yvon Seyit. Je dis à me dire devant nous, moi accepter, nous sommes candidats pour président, parti Contra. C'est un Chavannes Jean-Baptiste confiant et déterminé qui a annoncé officiellement vendredi sa candidature au poste de président de la République pour les prochaines présidentielles. Des centaines de paysans ont parcouru plusieurs kilomètres pour répondre à l'appel du parti politique Contra Pepla, issu du mouvement des paysans de Papaye. Sur la place publique Charlemagne-Péralte à Hinche, Chavannes Jean-Baptiste axe son discours sur la nécessité pour Haïti de retrouver sa souveraineté 100 ans après l'occupation américaine. Papaye, moi dit, a consacré toute la vie juste mourir dans le service paysan. Et cet engagement, ça nous continue bien belle. J'ai journée aujourd'hui, Contra Pepla a décidé pour décoller à paysans, à tout haïtien patriote, pour dire non à toute forme d'occupation pays d'Haïti. Le coordonnateur national de Contra Pepla, Jean-William Gentil, abonde dans le même sens. Le véritable enjeu politique du pays, c'est la domination de la communauté internationale. Contra Pepla, qui c'est expression politique pour les paysans, réunis aujourd'hui pour lancer un coup de rassemblement sous place Charlemagne-Péralte, dans Hinche. Pour dire 100 ans d'immigration, c'est assez. La direction nationale de Constant-Brut. Brigandaille, dans vous-même pour esclave blanc, c'est ça qui crée les politiques à l'équilibre. Élection pour les têtes, pour dîner, dévorer l'autre sous cadavre de l'État qui finit décomposé, c'est ça qui servi nous comme démocratie. Outre leur candidat à la présidence, ce 1er mai, les responsables de Contra Pepla ont présenté une trentaine de candidats au Sénat et à la députation sur tout le territoire national.
Autre nouvelle, vers la définition d'une politique de protection sociale pour Haïti. Dans cette perspective, le ministère des Affaires sociales et du Travail organisera un séminaire international à la fin de ce mois de mai. En préparation à cet atelier, une rencontre a eu lieu ce lundi entre des responsables du ministère des Affaires sociales et du Travail et des représentants des travailleurs et du secteur syndical. Le ministre Victor Benoît soutient que seule une pareille politique peut aider Haïti à sortir de la pauvreté extrême. Ces propos sont recueillis par Éphésié Mathieu. Nous pensons que à travers une bonne politique de protection sociale, si que nous quittons ça pour l'État haïtien, d'accord, il y a possibilité que les successeurs qui viendront, je ne vais pas dire sur la politique maintenant, je vais dire que politique ça, que nous-mêmes nous avons défini ensemble, moi-même comme représentant du gouvernement, donc de l'État, et vous autres, et de la force du travail, enfin une partie de la force du travail, et représentants des travailleurs, c'est-à-dire les syndicalistes, nous pensons qu'on aura fait œuvre utile. Parce que nous pensons que le problème posé dans nos sociétés, c'est nous-mêmes, c'est le peuple dans la société, travailleurs avec l'élite qui pour mettre tête ensemble pour trouver une solution. D'accord? Alors c'est dans ce sens-là que, à l'aide d'une équipe de collaborateurs que nous avons, que ce soit dans le cabinet moi ou bien dans le cadre technique du ministère, nous sommes en train, n'est-ce pas, d'étudier une politique de protection sociale. Nous voulons, dans fin mois, organiser un grand séminaire, et sous question un séminaire international avec des institutions internationales comme BIT, comme CEPAL, etc. Le ministre des Affaires sociales a par ailleurs fait le point sur les 5 millions de gourdes dépensées à l'occasion de la fête de l'agriculture et du travail les 1er, 2 et 3 mai écoulés lors de la foire agro-artisanale organisée au Champ de Mars. Ce fut l'occasion pour le ministre de l'Agriculture, Fresner Dorsin, de préciser que plus de 20 000 emplois ont été créés au niveau du secteur agricole au cours des 4 dernières années. C'était lors de la cérémonie officielle de la foire à laquelle le président de la République, le chef du gouvernement, des membres du cabinet ministériel et du corps diplomatique ont assisté. Retour sur l'événement avec ce reportage de Wesley Antoine et Jasmine Denis. C'est un défilé mettant en évidence des machines agricoles et des denrées agricoles produites par les paysans haïtiens qui a lancé la foire agro-artisanale organisée par le gouvernement pour marquer la fête du travail et de l'agriculture. Un 1er mai célébré dans un contexte où les ouvriers de la sous-traitance exigent de meilleures conditions de travail, où le taux de chômage reste élevé et les besoins du secteur agricole inquiètent tant ils sont nombreux et importants. La solidarité, mesdames, messieurs, voici la principale porte de sortie de la situation critique dans laquelle nous nous retrouvons en ce moment. La solidarité des uns envers les autres, en vue d'une redynamisation des liens sociaux. Malgré tout, le secteur agricole est le premier choix des investisseurs. Jeudi, 72,3% investissement privé qu'a fait dans le pays, tout secteur confondu, lié dans le secteur agricole. Perturbé pendant son discours par des ouvriers réclamant un salaire minimum de 500 gourdes, le chef de l'État annonce illico une petite augmentation du salaire minimum pour le secteur textile. On va demander 500 gourdes, mais il faut un principe respecter. Il faut un principe respecter. Je dis à nous que dans le secteur textile, là, comme là a passé à 240 gourdes par jour, augmentation ça immédiate dans le secteur textile là. Alors que le gouvernement ne cesse de se vanter de la création de plusieurs milliers d'emplois, le chômage demeure la plus grande préoccupation chez les jeunes, qui représentent plus de 60% de notre population. Et toujours pour marquer la fête de l'agriculture et du travail, le mouvement des paysans de Papaye a organisé sa 43e foire gastronomique dans leur quartier général Papaye, une localité de la ville de Hinche dans le département du Centre. Une vingtaine de plats traditionnels haïtiens étaient au menu. Cette activité de faire l'éloge pour la production nationale lance un appel patriotique aux dirigeants du pays afin d'investir beaucoup plus dans l'agriculture. Un reportage de Ludmilla Marc et Yvon Seyid. Le mouvement des paysans de Papaye a une énième fois mis à l'honneur la cuisine traditionnelle haïtienne. Doukounou, maï bouilli, cassave, tom-tom, lalo, tchaka,
Cette foire gastronomique a offert diverses spécialités régionales ce 1er mai à Papaye, localité de la ville de Hinche. Vêtus de t-shirts et de casquettes rouges, les paysans invitent les centaines de visiteurs à goûter à leurs plats. C'est caca. Bon, je fais avec maïs, pois et puis je mets viande bœuf là-dedans. Manger naturel, non. C'est pas manger pépé. Si manger nous fait la caille, nous produisons. Ça la manger, c'est ça les doucou nous. Fait avec maïs avec douce. Maïs. Tout produit qui va à la maïs, mon plateau central fait ça bien. Cette activité annuelle vise indirectement à valoriser la production agricole nationale en faisant découvrir leurs produits aux visiteurs venus de diverses régions du pays. Ces paysans les invitent à dire non aux produits importés. Nous luttons pour nous pas manger pépé, c'est pour nous toujours battre, pour nous pas jeter manger pays noir, pour manger vieux dire avoué blanc avoué sinistré pour nous pas là-dedans. Fondé par Chavan Jean-Baptiste il y a 43 ans, le mouvement des paysans de Papaye fédère aujourd'hui plus de 60 000 paysans membres. Ses principales missions consistent à redonner aux paysans leur fierté et contribuer à assurer la sécurité alimentaire dans le pays. Il faut dire que parallèlement à la foire organisée par le gouvernement au Champ de Mars, Port-au-Prince, plusieurs institutions et organisations de la société civile ont marqué à leur manière la date du 1er mai, jour du travail et de l'agriculture. C'était le cas de ce groupe de jeunes de l'église Tabernacle du Rocher, située à Tabar, qui a organisé une foire gastronomique mettant en valeur la gastronomie locale. Ces jeunes ont du même coup procédé à une opération de nettoyage dans les environs de leur église en vue de contribuer à l'assainissement de la commune de Tabar, explique le pasteur Damas Destiné au micro de Max Joseph. Si nous sommes dans une salle, et normalement c'est quartier nous. Et si les zones dans salle, normalement les capoter microbes tout, c'est là nous vivons, nous avons intérêt nous gagner pour nos propres. Et c'est raison ça nous dit bon, nous profitons du 1er mai, c'est faire le travail. Nous mettons en gourmand ça dans la vie chaque jeune. Nous faisons un travail comme ça. Et pendant nous faisons foire et gastronomie pour nous manger tout. Mais nous profitons de nettoyer, faire assainissement, pour nous faire une zone côté nous vivre là, pour nous faire les propres. C'est un objectif à nous organiser et mouvement ça. Est-ce que c'est pour la première fois que nous organisons l'activité? Bon, nous avons fait foire déjà, mais pour mettre assainissement là-dedans. Maintenant, nous avons pile de bagages qui besoin de faire. Son si à nous c'est tout. Les gens qui sont les responsables chef et qui sont les responsables mairie tabac. Même si nous avons besoin de pompiers pour laver la rue, même si nous avons besoin d'étranger la rue propre, nous avons un côté de vivre propre. Ces jeunes des deux sexes de l'église Tabernacle du Rocher disent vouloir également, à travers cette activité d'assainissement, sensibiliser les jeunes de Tabar et d'autres communes limitrophes en vue de s'impliquer davantage pour l'avancement de leur communauté. Suivez les explications de Marie-Christa Joseph. Pour commémorer le jour, comme nous connaissons aujourd'hui, le 1er mai, c'est une grande fête pour le pays. Nous faisons fort spécialement pour réunir les jeunes de l'église, catégorie Esther, comme c'est Esther, nous avons Isaac, nous avons plusieurs jeunes, évangélisation et autres. Nous réunissons pour nous faire foi, pour nous sensibiliser les jeunes dans l'église, pour nous dire que ce n'est pas seulement foi pour opter l'église, parce que nous avons un groupe Isaac, qui est un groupe des jeunes gens de l'église qui a fait nettoyage. Nous-mêmes, nous sommes dans l'évangélisation. Pour nous motiver les jeunes, pour nous dire seulement, ce n'est pas seulement le gouvernement qui a nettoyé pour opter la rue, nettoyer les zones. Nous-mêmes, nous participons dans le groupe de nettoyage pour opter les zones. C'est peut-être ça nous organiser foi, ça, non seulement pour nous amuser, pour nous manger ensemble, mais pour nous motiver la propreté et évangélisation des jeunes dans l'église Tabernacle du Rocher. Nous connaissons le job de la mairie, mais nous-mêmes en tant que jeunes de l'église, nous connaissons le job, nous tous, il va obliger, c'est la mairie, pour opter à les citoyens pays à nous, les jeunes de l'église haïtienne nous connaissons que tout le monde mobilisé, tout le monde concerné pour opter zone nous. Nous pas seulement besoin, c'est l'État. Nous sentons nous motivés, nous sentons nous concernés et ça fait que nous prenons responsabilité ça pour nous dire nous tout qu'à faire, les jeunes chrétiens nous qu'à opter à tout, nous voulons participer dans la propre zone nous commençons par zone l'église pour nous faire mobiliser tout le monde dans le même travail ça. C'était annoncé en titre, c'est hier dimanche que s'est clôturé le premier salon international du livre au lycée national de Pétionville.
Démarré le 1er mai dernier, à l'initiative de C3 Éditions, le premier salon international du livre se voulait un catalyseur pour inciter les jeunes à pratiquer la lecture au quotidien, si l'on croit les organisateurs. Suivez ce reportage de Joniste Saint-Ilus et Wendy Henry. De Serge Gilles à Michel Soukar, en passant par Kate Limas et Marc Ménard, le décor était bien planté pour accueillir les visiteurs à ce premier salon international du livre. Pendant 3 jours, auteurs et intéressés à la lecture se sont fusionnés pour une grande fête du livre. Un public majoritairement jeune a répondu à l'invitation de ces 3 éditions. Objectif atteint pour les organisateurs qui entendent inciter les jeunes à la lecture. L'espoir, l'avenir, c'est les jeunes. Un futur meilleur, c'est des jeunes formés, c'est des jeunes éduqués. Donc, certes, le chemin est difficile, mais je pense que le bon choix, c'est en faveur d'une jeunesse éduquée, courageuse, qui n'a pas peur de relever les plus grands défis. Des élèves issus de différents établissements scolaires n'ont pas caché leur satisfaction. Reconnaissant les bienfaits de la lecture, ces jeunes invitent leurs camarades à embarquer dans l'aventure. Mettons bail caché comme si on trésor et dans mes bail haïtien si on met nos livres haïtien pas d'abjouer on ca conseiller chaque monde chaque élève chaque jeune fait lecture. La lecture c'est une façon de s'épanouir sainement au lieu de se livrer je peux dire au programme du soir on peut prendre un livre faire une bonne lecture et ça on acquérera beaucoup de choses qui sera bon pour nous. Remarque que moi fait à chaque comme si chapitre lit au jeune leçon qui vraiment important. Oh, il faut faire la lecture parce que la connaissance, ça se trouve dans les livres, pas dans la télé. Oui, peut-être il y a des connaissances dans la télé, mais la connaissance, ça se trouve dans les livres. Les responsables de ces 3 éditions en ont profité pour faire don de plusieurs ouvrages au lycée national de Pétionville, qui a accueilli le premier salon international du livre. Pour clôturer l'activité, ces jeunes artistes ont apporté un peu de poésie et de musique. Notons que plusieurs études ont prouvé que la pratique régulière de la lecture peut prévenir la maladie d'Alzheimer ainsi que des troubles mentaux. Kate Limas, Michel Soukar, Serge Gilles, Marc Menant étaient du nombre des écrivains en signature à ce premier salon international du livre. Serge Gilles s'est présenté avec son ouvrage titré « Itinéraire d'un homme de gauche de Che Guevara à la social-démocratie ». Selon l'auteur, son ouvrage n'est pas une autobiographie, mais plutôt un outil pouvant aider les jeunes à ne pas répéter les mêmes erreurs que son auteur. Pour sa part, Marc Menant, un écrivain français, a surpris plus d'un avec son titre « Haïti, le peuple de la liberté ». Dans cet ouvrage, Marc Menant rend hommage au peuple haïtien, lui qui a dérouté la plus grande armée du monde, à savoir celle de Napoléon. Les précisions de Serge Gilles et Marc Menant au micro de Joniste Saint-Ilus et Wendy Henry. Premièrement, ça a été d'être point pour faire livre là. Je pensais que, à mon âge, qu'il est intéressant que je me fasse part aux autres, de ça moi-même, moi vivre avant que je vive là. Il n'y a pas de génération spontanée. Je ne peux pas commettre les mêmes erreurs que moi je commette. Et tout, pour profiter de ça me fait de bien tout. Voilà, donc ce n'est pas une autobiographie, mais c'est un bagage pour mémoire. Je crois sincèrement que le peuple d'Haïti, de par son histoire, montre qu'il y avait chez certains le désir d'échapper à cette terrible situation d'esclavage ou la barbarie au quotidien. Le peuple haïtien a se levé contre ceux qui s'étaient accaparés la terre haïtienne au détriment des Indiens arawaks, parce que ce sont quand même eux les premiers, les autochtones, et ils vont battre l'armée napoléonienne alors qu'ils n'ont aucun moyen. Ils sont là démunis de tout, ils n'ont que l'enthousiasme, le désir viscéral de la liberté. Vous avez été les premiers à battre l'armée napoléonienne.
C'est-à-dire qu'en Europe, il se croyait dans la toute-puissance. Il était là, il collectionnait les victoires, il imposait à des armées qui étaient extrêmement bien pourvues et qui avaient le désir d'écraser la Révolution française. Il était le symbole d'une révolution lui aussi. Et donc toutes les royautés craignaient pour leur avenir. Eh bien, face à cela, Napoléon emportait sur sa route, il emportait tout, il y avait le souffle de la conquête. Eh bien vous avez été plus fort que ce souffle-là. C'est ça qui est extraordinaire. Les responsables de ces 3 éditions ne cachent pas leur satisfaction après la réalisation du premier salon international du livre en Haïti, qui a coïncidé avec les 4 ans de l'institution. Fred Brutus, le responsable, ne compte pas s'arrêter là. Le directeur du livre à la direction nationale du livre, Wilson Paulmont, explique que de grands défis attendent les jeunes du pays et selon lui, la lecture est l'un des moyens efficaces pour y faire face. De son côté, le directeur du lycée de Pétionville, qui a accueilli le salon, Jean-Marc Charles, encourage les jeunes à ne pas se laisser emporter totalement par les nouvelles technologies, car, insiste-t-il, il y a des connaissances qu'on ne trouve que dans les livres. Suivez tour à tour Fred Brutus, Wilson Paulmont et Jean-Marc Charles au micro de Journiste Saint-Ilus et Wendy Henry. Rien n'est parfait dans la vie. Deuxièmement, c'est première édition. Il y a quelques ratés. Et puis aussi, il y avait beaucoup de compétitions parce que son long week-end, en pile monde parti. Donc on a beaucoup appris, même pensé que Mounio était très motivé et beaucoup d'auteurs sont venus. On a eu environ une vingtaine d'auteurs à être présents pour signer les livres. On a eu une dizaine de causeries et conférences. On a eu l'atelier de peinture et l'atelier d'apprentissage en fer découpé. On avait exposé 96 titres. Oui, nous pensons à chaque fois que pour l'anniversaire de C3, nous allons faire ce salon et nous allons faire en sorte que d'année en année, la situation s'améliore pour le plus grand bien de ce pays que nous aimons tous. Nous pensons que c'est une belle fête, la fête du livre, la fête de la culture, la fête de la connaissance. Et c'est ça nous avons besoin pour que Haïti soit capable de décoller vraiment. Puisque si nous ne pas former les jeunes, nous ne sommes pas capables de gagner. Haïti qui est capable de faire face à des défis qui attendent. Défis par rapport à Saint-Domingue, défis par rapport à la croissance démographique là. Nous pensons que c'est de genre de situation comme ça. Nous avons besoin que le livre y circule comme agent de développement pour que nous soyons capables de l'autre Haïti. Bon, jeunesse là, les besoins, comprendre nécessité pour les retourner dans le livre. C'est vrai, la technologie est très avancée. Ils ont utilisé tous les réseaux sociaux, c'est très très bien. Mais les réseaux sociaux pas qu'à remplacer le livre. Et ça que nous-mêmes nous apprenons dans le temps, pas nous dans le livre, il aurait été un acquis pour nous. Donc nous avons souhaité que jeunesse à côté de l'activité que vous gagnez sur téléphone, sur iPad, iPhone, c'est très 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 bien. Parce que le monde est en pleine mutation. Mais cependant, nous invitons pour retourner dans les livres. Parce que connaissance là, il chita dans le livre et dans le livre seulement. Un coup d'œil à l'étranger à présent. Levée du couvre-feu à Baltimore aux États-Unis ce lundi. L'annonce a été faite par la maire de la ville. L'objet de cette décision, mettre fin aux émeutes qui ont suivi l'enterrement du jeune noir décédé en garde à vue le 19 mars dernier. Plusieurs manifestants ont été arrêtés vendredi dernier pour avoir violé le couvre-feu. Reportage Euronews. La maire de Baltimore aux États-Unis a annoncé dimanche la levée du couvre-feu nocturne dans la ville. Il avait été mis en place après les manifestations qui ont suivi la mort du jeune noir Freddie Gray. Elle a annoncé la fin de cette mesure d'urgence par un message posté sur son compte Twitter. La garde nationale, déployée après les émeutes qui ont suivi l'enterrement du jeune homme, devrait se retirer progressivement des rues de la ville, où le calme est revenu après l'inculpation des 6 policiers qui avaient arrêté Freddie Gray. Vendredi soir, plusieurs personnes ont été frappées puis arrêtées pour avoir violé le couvre-feu. Les manifestants l'avaient jusqu'ici respecté, mais ils ont décidé ce soir-là de célébrer la mise en examen des policiers, dont l'un pour meurtre. La colère s'est transformée en espoir de changement. Samedi, des milliers de manifestants ont marché en direction de la place de l'Hôtel de Ville, où la procureure avait annoncé la veille les inculpations. Aucune date,
n'a été fixé pour l'ouverture du procès. Toujours aux États-Unis, fusillade lors d'un concours de caricature de Mahomet au Texas dimanche soir. 2 hommes présumés djihadistes ont été abattus par la police après avoir tiré sur un policier. Alors que l'événement a pris fin, les 2 hommes ont ouvert le feu sur le centre Curtis Colwell de Garland. 2 policiers ont eu le temps de répliquer rapidement et mettre les 2 assaillants hors d'état de nuire. Au cours de cette fusillade, un officier a été blessé. Plus de détails avec nos confrères d'Euronews. 2 hommes abattus par la police américaine en marge d'un concours de caricature représentant Mahomet au Texas dimanche soir. Ces 2 hommes, dont l'un était connu des services antiterroristes, ont ouvert le feu à l'arme automatique sur le parking où se déroulait l'événement. L'un des 2 suspects a essayé de s'emparer d'un sac à dos avant d'être tué par les forces de l'ordre. Selon une chaîne locale, l'un des 2 assaillants est originaire d'Arizona. Il avait déjà fait l'objet d'une enquête pour terrorisme et serait l'auteur de ce tweet posté avant l'attaque dans un mélange d'anglais et d'arabe. Mon frère et moi-même avons prêté allégeance au commandeur des croyants. Qu'Allah nous accepte en tant que Moudjahidine, est-il écrit. Le véhicule des 2 tireurs a été passé au crible et des artificiers ont sécurisé le secteur. Ce fait divers n'est pas sans rappeler la tuerie de Charlie Hebdo sur fond elle aussi de caricature du prophète Mahomet. Ce concours, organisé au nom de la liberté d'expression, se déroulait en présence de Geert Wilders, figure contestée de l'extrême droite néerlandaise. Il était organisé par l'association American Freedom Defense Initiative, considérée comme islamophobe. Il y avait des enfants qui pleuraient, c'est la première chose que j'ai remarqué. C'est quelque chose de terrifiant pour un enfant de voir un policier avec un gros fusil comme ça et de voir tout le monde se précipiter pour sortir. Les investigations se poursuivent. Aucune bombe n'a été retrouvée dans le véhicule par l'équipe de démineurs qui a fait exploser par précaution plusieurs autres éléments suspects. Direction en Asie, où le bilan des victimes du séisme au Népal continue de s'alourdir. Un bilan provisoire fait état de 7300 morts et 14 000 blessés. La célébration de l'anniversaire de Bouddha ce lundi a ravivé le choc du séisme du 25 avril dernier. À cause des dégâts causés par la catastrophe, la célébration a eu lieu dans une autre zone parce que le sanctuaire de Swayambhudat était impraticable. Reportage Euronews. Des bouddhistes népalais célébraient l'anniversaire de la naissance de Bouddha ce lundi, tandis que le bilan des victimes du séisme a encore augmenté. Ici, les fidèles n'ont pas pu se rendre au sanctuaire de Swayambhudat. Ils ont dû prier dans une autre zone, car le site est trop dangereux en raison des dommages causés par le tremblement de terre, a indiqué la police. Le tremblement de terre a également affecté notre mental, notre façon de nous concentrer et de stabiliser notre esprit, indiquait une jeune résidente. Le séisme a fait plus de 7300 morts et 14 000 blessés, selon un dernier bilan. Mais les autorités craignent qu'environ 10 000 personnes aient péri. Elles ont également annoncé ce lundi que dans la région du Langtang, les corps d'une centaine de villageois et de trekkers avaient été retrouvés au cours du week-end. Ils ont été victimes d'une avalanche. Ici, à Chotara, dans une région montagneuse au nord-est de Katmandou, 90% des habitations auraient été détruites. Même l'hôpital s'est effondré à cause du séisme. Par ailleurs, des hélicoptères de l'armée américaine ont entamé ce lundi des missions de reconnaissance pour évaluer les besoins dans des zones reculées du pays. À présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. La liste définitive des candidats agréés pour les prochaines législatives annoncée pour le 1er mai, toujours pas publiée. Le CEP attend le verdict du Bureau du contentieux électoral national sur une quinzaine de contestations de candidatures. Ouverture des inscriptions en ligne pour les candidats aux prochaines élections municipales et locales. Après cette étape de préenregistrement obligatoire, les aspirants candidats devront faire le dépôt de leurs pièces la semaine prochaine. Toujours élection, en attendant la période de leur inscription, les candidats à la présidence se dévoilent au fur et à mesure. Le parti Campepla, issu du mouvement des paysans de Papaye, a présenté Chavannes Jean-Baptiste comme candidat à la magistrature suprême. Dans l'actualité également, le salaire minimum pour le secteur textile augmenté de 15 gourdes, annonce faite par le président Martelly à l'occasion de la fête du travail le 1er mai dernier. Augmentation pourtant loin d'atteindre les 500 gourdes exigées par les ouvriers. Et puis le premier salon international du livre de Port-au-Prince, une satisfaction pour les éditions C3. Les jeunes, publics principalement ciblés par l'événement, ont fait le déplacement le week-end écoulé.
À l'étranger, la célébration de l'anniversaire de la naissance de Bouddha au Népal ce lundi ravive le choc du séisme dévastateur du 25 avril dernier. Un dernier bilan s'élève à 7300 morts et 14 000 blessés. Et puis enfin, aux États-Unis, un concours de caricatures représentant Mahomet au Texas dimanche soir se solde par la mort de 2 djihadistes présumés. Voilà pour les titres, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.